Bonjour, nous sommes le 1er mai et il est 12h41 3 secondes. Je peux vous donner autant de précision parce que, comme vous le voyez, nous sommes en face de mon ordinateur. Alors, je vous donne un petit coucou sur le côté, je suis là derrière. Vous savez qu'on ne peut pas retourner la prise d'image pendant un enregistrement vidéo, donc aujourd'hui j'ai choisi de vous donner une vue sur ma conférence Adrenals, donc glande surrénale. Bon, elle est en anglais, mais toutes ces informations scientifiques, bon, d'abord sont très souvent en anglais, et puis c'est très facile évidemment à convertir. Hein. J'en discutais hier avec des patients français, ils me disent « Ah, c'est en anglais ». Ben, je dis « Oui, mais zinc, c'est zinc, et sélénium, c'est sélénium, et magnésium, c'est magnésium ». Donc, ne nous énervons pas. Et puis, il y a de très bons outils de traduction. Et en plus, je vais vous donner, évidemment, toutes ces informations là maintenant en français. Et donc, dans le tout pour le tout, vous allez bien vous y retrouver. Alors, j'ai décidé de démarrer sur une diapositive ici qui vous montre sur les photos inférieures des glandes surrénales, donc 2 glandes surrénales normales, et alors sur le dessus des glandes atteintes de la maladie d'Addison. Donc la maladie d'Addison est une attaque auto-immune des glandes surrénales, très sévère comme vous pouvez voir, et vous imaginez que cela provoque un effondrement de l'activité surrénalienne qui n'est pas vraiment notre sujet, parce que la maladie d'Addison relève beaucoup plus du spécialiste, donc de l'endocrinologue. Et nous nous intéressons évidemment ici à des cas plus modérés, voire légers, mais qui abîment quand même la qualité de vie et qui ont tout un tas de conséquences fâcheuses. Je vous parlais dans la capsule précédente de l'impact d'une faiblesse surrénalienne sur l'immunité intestinale, tout comme d'ailleurs l'impact d'une faiblesse thyroïdienne. Et je considère pour ma part que les dysbioses récalcitrantes, et il y en a beaucoup, peuvent avoir, outre des problèmes génétiques en toile de fond comme un déficit en immunoglobuline A ou un génotype FUT2 homozygote variant, mais il y a d'autres causes, bien entendu, tout ça n'est jamais aussi simple. Il peut y avoir aussi l'addition de différentes causes, et parmi les causes de dysbiose rebelle ou de leaky gut rebelle, il faut penser à une faiblesse thyroïdienne et le sujet du jour à une faiblesse surrénalienne. Donc nous allons envisager aujourd'hui les soutiens surrénaliens, et je commençais donc par cette diapositive qui en fait ne va pas nous intéresser davantage, c'est juste un rappel. Et alors vous êtes ici dans ma conférence Adrenals, ok, donc Adrenal Glands en fait pour être précis, et vous allez pouvoir trouver ça sur mon site internet, vous pouvez la télécharger. Tout ça est disponible, donc je vous renvoie à ça. Mais nous allons passer en revue, non pas évidemment toutes les bases théoriques et physiologiques et physiopathologiques des glandes surrénales, anatomie, enfin il y a énormément d'informations, hein, et bien entendu ce n'est pas ça que je couvre aujourd'hui. Mais vous voyez, je m'intéresse, on est déjà à la diapositive 79, à la biochimie des glandes, parce que ça implique directement les solutions thérapeutiques, ok? Et la première chose que nous allons envisager, ce sont évidemment les cofacteurs et les building blocks, donc les éléments constitutifs des hormones surrénaliennes, sans lesquels, évidemment, vous allez avoir bien du mal à soutenir, à renforcer la fonction surrénalienne. Et à tout seigneur, tout honneur, le numéro 1 là-dedans, c'est le cholestérol. Vous savez, il y a des gens qui ont un cholestérol très bas,
soit à cause d'une diète un peu extrême et de type végétalien, ou végétarien, mais le cholestérol chez les végétariens doit quand même venir des jaunes d'œufs, voire des produits laitiers s'ils les tolèrent bien. Et donc là, il y a du cholestérol, mais chez les végétaliens, il y en a plus. Hein. Bon, peut-être par l'huile de coco, mais c'est très limité. Donc, manque de cholestérol qui peut aussi venir d'une hyperthyroïdie ou d'un surdosage en hormones thyroïdiennes, parce que ça se voit, notamment des patients qui reçoivent trop de T3 et qui ne s'en rendent pas compte, ou on n'a pas vérifié, et ils ont peut-être un génotype DIO2 sauvage, voire hétérozygote, et ils prennent beaucoup de T3, ben, le cholestérol est envoyé dans les bas-fonds et ça pose un problème au surrénal parce que le cholestérol va être évidemment l'élément constitutif de base pour toute hormone surrénalienne. Ce sont des hormones stéroïdes, hein, et stéroïdes, cholestérol, qu'on arrête de me bassiner avec des paniques parce qu'on parle d'hormones stéroïdes. Ben oui, le cholestérol est le précurseur direct des hormones stéroïdes. La prégnénolone, dont on va reparler, est une hormone stéroïde. C'est en fait, non, une pro-hormone, puisqu'il n'y a pas de récepteur à la prégnénolone. La DHEA est une autre pro-hormone stéroïde, sans récepteur. Et bien entendu, la vitamine D est une hormone stéroïde pure et dure qui, elle, a des récepteurs. Donc, la vitamine D est une hormone stéroïde. Donc, je suis toujours très énervé quand les patients viennent me bombarder avec des emails incendiaires me disant « Docteur Mouton, vous m'avez prescrit de la prégnénolone sans me dire que c'était une hormone stéroïde. » Ben, d'abord, c'est pas une hormone, c'est une pro-hormone. Et en plus, je fais remarquer, vous n'avez pas réagi, vous ne m'avez pas critiqué parce que je vous ai donné de la vitamine D, vous avez trouvé ça très bien. Eh bien, autant la prégnénolone, la DHEA sont des pro-hormones stéroïdes, ben, la vitamine D est une hormone stéroïde. Donc, fin de la discussion, soyons sérieux et raisonnables. Je ne vous parle pas d'hormones stéroïdes artificielles, méga puissantes, qui ont d'autres rôles, d'autres indications, et qui ne font pas l'objet de ma pratique médicale courante, même pas rarement, je ne prescris pas d'hormones stéroïdes artificielles, je laisse ça à des collègues qui manipulent ça et qui connaissent ça mieux que moi. Donc, cholestérol, ok, donc pas question. Alors, quelles sont les valeurs? Moi, bon, les normes sont entre 140 et 190, 190, que je trouve ridicule, ça devrait être 200, mais enfin bon, ils sont de plus en plus acharnés. Enfin bref, une zone optimale est entre 100, 160, 170, 170. En dessous de 160, je commence un peu à avoir l'œil aux aguets. 150, bon, limite là, hein, limite, et 140, je trouve que c'est trop peu pour alimenter la fonction surrénalienne. Bon, maintenant, si on a affaire à des patients qui ont une pathologie cardiovasculaire, qui sont sous statine pour de bonnes raisons, parfois ils sont sous statine pour de mauvaises raisons, mais ils peuvent aussi être sous statine pour de bonnes raisons. Je trouve qu'il y a quand même des indications pour les statines dans des cas bien orientés. Je trouve que tous les extrêmes sont un peu critiquables. Il y en a qui veulent donner des statines à 92%, 92% de la population. Ça me fait bien rigoler. Et d'autres qui veulent donner jamais donner des statines. Et je suis pas tout à fait certain que c'est défendable dans la totalité des cas. Okay? Enfin bon, il faut discuter ça cas par cas. Mais donc pas le cholestérol trop bas. Et je suis assez attentif à ça parce que vous allez faire des prescriptions de prégnénolone, DHEA à des patients qui n'ont pas de cholestérol. Bah écoutez, qui consomment des aliments riches en cholestérol, qui leur sont permis, et ça va être moins cher d'utiliser ces aliments que
Ben ça, c'est mon assistant qui me rappelle. J'ai pas éteint tous mes téléphones. Vous voyez, dès qu'on laisse, il faudrait vraiment, je sais pas, couper le courant, arracher toute l'installation électrique pour avoir la paix. Bon, bref. Donc, voilà, ça c'est pour le cholestérol. Et puis alors, très important, numéro 2, la vitamine C. Ok, parce que la vitamine C est un cofacteur très important des glandes surrénales. Et donc, la vitamine C, même celle en poudre que je recommande souvent, l'ascorbate de magnésium peut être utile parce qu'il faut quand même en donner des quantités significatives. Et évidemment, vous pouvez aussi prendre des vitamines C en gélules, hein, en capsules. Vous savez, je suis pas chaud pour les comprimés, je suis pas du tout pour les trucs effervescents, etc. Il y a du sucre, des machins, quelle horreur. On peut aussi prendre des sources de vitamine C naturelles, mais bon, enfin purement sous forme d'extrait de plantes riches en vitamine C, hein, ça se trouve, mais il en faut quand même peut-être trop de comprimés, et puis bon, toujours le problème des comprimés qui me titillent toujours. Donc, pourquoi pas la vitamine C en poudre, hein, l'ascorbate de magnésium, une dose de quelques grammes pour aider les surrénales à reprendre du poil de la bête. Alors, très important aussi, la vitamine B5, hein, le pantothénate, très important ça, gros tuyau. Moi, j'utilise beaucoup, presque de règle pour les patients qui ont besoin d'un gros soutien surrénalien. Malheureusement, on n'a pas de dosage sanguin à ma connaissance. Ça se trouve, je connais un laboratoire aux Pays-Bas qui le fait, mais bon, c'est pas courant, hein, doser la B5, mais il n'y a aucun problème de faire une cure de B5 pour un patient qui est en difficulté sur le plan surrénalien. Bon, la B6, ça peut se doser. Je vous incite à le faire, c'est quand même une vitamine très importante, hein. Et je vous rappelle que la forme active, c'est le pyridoxal 5-phosphate. Donc moi, je ne donne plus de pyridoxine, je donne la forme active en pyridoxal 5-phosphate. Bon, le zinc, on en parle régulièrement, c'est un gros facteur surrénalien. Vous me demandez je dois vraiment arracher, je ne sais pas, jeter ce téléphone à la poubelle. Voilà, je vais le jeter à la poubelle. Je ne sais pas comment je fais, ça appelle de toutes parts. Bon, c'est vous dire à quel point je suis harcelé pendant les week-ends aussi. Bon, bref, tournons la page. Zinc et magnésium, bah, écoutez, c'est logique, c'est très lié, c'est le stress. Ce sont des trucs qui sont littéralement bouffés par le stress. Je sens que je suis en train d'en perdre, du zinc et du magnésium. On en a beaucoup parlé dans des vidéos précédentes, je ne vais pas trop m'étendre. J'aime bien le gluconate de zinc, à vrai dire. Je trouve que c'est très bien. J'adore le taurate de magnésium parce que la taurine a plein d'avantages. Elle fixe le magnésium. Elle active aussi un peu les récepteurs GABA pour justement le calme et la sérénité. Vous voyez, donc ça me convient bien, le taurate de magnésium. Ah, attendez, il y a du taurate de magnésium sur mon bureau. Oh, magnésium taurate. Voilà. Donc, je le prends pour aller dormir. Et puis, figurez-vous que en vous shootant cette capsule, je me rends compte que j'oublie un peu la tyrosine. C'est vrai que la tyrosine est quand même un cofacteur surrénalien parce que la tyrosine hydroxylase métabolise, donne une hydroxylation de la tyrosine et ça fait partie évidemment des voies biochimiques des glandes surrénales. Et figurez-vous, j'avais un peu perdu ça de vue. Bon, là, on a plutôt affaire à la médulaire parce que sinon les pro-hormones surrénaliennes dont on parle, et on va en reparler là tout de suite, donc pregnénone, DHEA, ce sont des pro-hormones du cortex surrénalien, donc de l'enveloppe qui entoure la médulaire, qui, comme le nom le suggère, se trouve au milieu. Bon, alors là, diagnostic, bah, écoutez, on en a parlé dans la vidéo précédente, je ne vais pas m'étendre, on aurait pu évidemment aller plus loin, mais je viens ici dans la partie traitement. Alors là, il y a plein de
de données. Vous pouvez aller fouiller plus avant, hein, vous allez tomber sur plein de trucs. Ce qui m'intéresse ici maintenant, dans le cadre de cette petite vidéo, qui n'est pas évidemment... Vous savez, je faisais des conférences de 2 heures hein, sur ce sujet. Bon, on n'a pas 2 heures devant nous. Mais voilà un peu ici les plantes. Hein, bon, ça, ce sont les noms latins. Mais évidemment, vous avez l'éleutérocoque, hein, donc le ginseng sibérien, qui est très intéressant. Vous avez le Lepidium meyenii, qui est le ginseng péruvien, qui est le maca, hein, très connu. Vous avez évidemment le Panax ginseng, qui est aussi très connu. C'est le ginseng asiatique, hein, coréen, je pense, on dit. Le Panax quinquefolus, c'est le ginseng américain, bon, qui est moins connu, mais probablement plus utilisé aux États-Unis. Et puis alors, juste en dessous, vous avez le Witania somnifera. Hein, ça, c'est très, très important. C'est la ashwagandha. C'est quand même un gros morceau, hein, très intéressant. Et puis alors, bon, vous avez d'autres plantes, peut-être un peu moins connues. Tout ça, ce sont des adaptogènes, hein, des adaptogènes qui ont évidemment qui sont très très intéressants dans les traitements surrénaliens. Vous savez que la définition d'un adaptogène qui nous vient de Russie pendant la guerre froide, ce sont des molécules qui renforcent la fonction surrénalienne quand elle a besoin d'être renforcée, mais qui l'apaisent aussi dans l'autre cas. Ce sont des molécules qui équilibrent la fonction surrénalienne, parce que parfois vos surrénales sont en folie, parce qu'il y a un stress pas possible. Je crois pas que j'en suis là, hein, quand même. Ne nous énervons pas. Alors, figurez-vous que, j'oublie un peu de vous parler, il y a le Pfaffia paniculata. Si je me souviens bien, c'est le ginseng indien, ça. Donc, vous voyez, tous ces ginsengs, c'est pas mal. Et puis alors, bon, il y a des choses un peu moins courantes. Alors, peut-être vous finir avec une... Ah oui, rhodiola, oui, j'allais oublier, je sais pas pourquoi c'est si bas dans la conférence. Rhodiola rosea, hein, ça c'est une très très belle plante pour les glandes surrénales, très adaptogénique. Justement, ça peut être calmant aussi, le Rhodiola rosea, hein. Et c'est joli, hein, voilà, je vous le montre, Rhodiola rosea, c'est important. Et puis, bon, alors dans la conférence, que vous pouvez aller consulter donc sur mon site, hein, www.gmouton.com, vous avez, bon, ben d'abord des beaux dessins, des belles photos, des articles, etc. Et on va finir par cette diapositive-ci, qui est un petit résumé. Alors, il y a peut-être des choses là-dedans qu'on n'a pas encore mentionnées. Il y a effectivement les oméga 3 qui permettent à toute cette biochimie complexe et très active de se passer sans trop de heurts, parce que ça vous donne la souplesse des membranes, y compris des membranes, des organites, des mitochondries, de l'appareil de Golgi, parce que tout ça intervient dans la biochimie des glandes surrénales, et donc il faut énormément d'échanges transmembranaires, que ce soit des membranes cellulaires ou des membranes d'organites, qu'on appelle parfois aussi des organelles. Tout ça doit être extrêmement fluide. Si vous avez des gros déficits en EPA, mais aussi quand même, n'oublions pas, en GLA, qui est l'autre acide gras, oméga 6, celui-là de la souplesse membranaire, si on peut dire ça comme ça. Enfin bon, évidemment les oméga 3 en priorité, mais pas oublier le GLA. Et donc dans les oméga 3, vous avez les oméga 3 de plantes et puis les oméga 3 de poissons. Et bon, il faut quand même veiller à ce que tout ça soit en ordre. Donc n'oubliez pas les... Mais d'ailleurs, c'est bien, la diapositive vous rappelle. Donc l'oméga 3 des plantes, c'est l'acide alpha-linolénique. EPA, DHA, c'est visiblement du poisson. Et puis alors, on vous mentionne aussi le GLA. Et pour en savoir plus, il faut aller faire un petit profil d'acide gras
Test très intéressant, très important, quand même très raisonnable point de vue coût, que tout le monde devrait au moins faire une fois pour un peu savoir comment tout ça fonctionne. Puis je vous rappelle, vitamine C, B5, B6, magnésium, zinc. Vous voyez, ceci c'est une vieille diapositive que j'ai fait il y a 17 ans, c'est horrible de se rendre compte de ça. À l'époque, j'ai été un peu fixé sur le picolinate de zinc, que j'utilise toujours, mais je sais pas, il y a des petites critiques parfois sur le picolinate, donc je suis un peu plus braqué maintenant sur le gluconate, parfois je les alterne. Et puis alors en dessous, deux choses qu'on n'a pas encore abordées et qu'il faut qu'on mentionne, ce sont les extraits glandulaires. Donc vous avez des préparations à base de typiquement de cortex surrénalien, hein, c'est comme ça que c'est libellé, que j'utilise quand je veux faire un soutien au-delà des cofacteurs et des plantes, mais ce soutien, évidemment, est moins puissant que l'utilisation de gélules magistrales de pregnénolone et de DHEA. Ok. Alors, la pregnénolone et la DHEA sont pas tout à fait ne relèvent pas tout à fait de ce genre de capsule. Hein. Bon, ça doit être médicalisé, c'est sur prescription. Il faut des tests, on ne jette pas ça à la tête des gens parce qu'on a l'impression qu'ils ont une faiblesse surrénalienne. Bon, ça doit être étayé, ok. Mais bon, je vous rappelle brièvement quand même, la pregnénolone est le précurseur du cortisol, de la progestérone, précurseur direct de la progestérone, et aussi précurseur de la DHEA, ok. Donc on part dans tous les sens avec la pregnénolone, qui est la mère de toutes ces hormones stéroïdes, et pro-hormones pour ce qui est de la DHEA. Et alors la DHEA, elle, aboutit à la testostérone très facilement, et aussi à l'œstradiol, ce qui paraît un peu contradictoire, mais bon, voilà, les voies biochimiques se divisent. Et donc, on arrose tout avec ça, et donc on peut faire des bilans hormonaux, voir tout ce qui doit être soutenu, peu ou prou, et définir des dosages de pregnénolone et de DHEA, mais bon, tout ça est un travail médical, bien entendu. Et alors, donc les extraits glandulaires pour des cas plus bénins, et alors les prescriptions pour des cas plus lourds. Et puis la mélatonine, c'est intéressant d'aller voir la mélatonine, il y a une synergie mélatonine surrénale qui a été mise en avant par les médecins fonctionnels américains depuis longtemps et qu'il ne faut pas négliger. Ok. Et donc voilà, ça c'est le côté théorique, la petite conférence. Et puis alors on va enchaîner avec d'autres choses. Pour vous donner la fin du truc. Bon, là, vous avez ce téléphone qui sonnait à tout va. Bon, un petit reste de café, parce que, bon, il est 13 h maintenant, donc après le café, ça va être terminé. Mais tiens, je vais me faire une petite gorgée. Hein. Pour terminer, parce qu'on va faire quoi? On va faire Goliath. Oh, oh, oh. Goliath qui est équipé, qui a son harnais. Alors, ça, j'aime bien vous montrer Goliath équipé. Alors, vous l'entendez, vous allez le voir, je vais le suivre. Ben, alors, Goliath, on y va? On va promener? Ouh, on va promener. Ouh, on va promener. Oui, 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 oui. Ça va être génial, ça. Ouh, on est impatient. Ouh, seulement, on se prépare, on se recentre le système nerveux. On est parti. Goliath, viens avec moi. Nous allons vous montrer maintenant. J'espère qu'il est toujours là. Alors, ça va être mignon. Je crois que vous avez bien aimé, il y a beaucoup de fans d'Oxo évidemment ici. Et je crois, aux dernières nouvelles, Oxo, ah oui, voilà. C'est qui ça? C'est Oxo. Oxo dans sa petite maisonnette. Vous voyez, alors Oxo a encore eu une activité tout à fait fébrile, y compris nocturne. Et Oxo récupère. Bonjour Oxo. Oxo va venir promener avec nous. Vous allez voir quand on va se mettre en route, parce que j'enchaîne avec la promenade. Hein. Ici, je suis déjà équipé, habillé. Et on va enchaîner avec la promenade. Et alors, écoutez, je dois vous montrer, bon, ben, d'abord la vue. Hein. La vue, la petite mangeoire. Et puis alors, regardez ça, si c'est pas magnifique. Est-ce que vous avez vu ce truc-là? Franchement, regardez un peu ça. Oh, c'est magnifique. Alors, on devait tondre, figurez-vous, mardi. Et alors ici, j'ai dit non, pas question de tondre, je veux mes pissenlits.
Alors les pissenlits témoignent d'une acidité du sol, ce qui est tout à fait normal. Nous sommes ici dans l'Ardenne luxembourgeoise. Alors, regardez ça. Alors voilà, évidemment Goliath est en train de vider un petit fond de nourriture pour les chats de l'extérieur. Donc des tonnes de pissenlits. Alors qu'est-ce que je vais encore vous montrer? Très joli aussi, bien entendu, les primes verts qui sont bien fraîches, en pleine floraison. Vous voyez, un peu retardées, hein, on est le 1er mai. Elles sont un peu en retard, hein. Il a gelé encore, pas cette nuit mais la nuit dernière, il gelait. Donc magnifique prime vert, sauvage, hein, c'est pas du tout planté. Ici tout ce jardin est sauvage, il y a plein de plantes magnifiques. Et je vais vous montrer une autre super petite fleur, c'est la cardamine des prés, qui est toujours présente fin avril. Et vous voyez, il y a beaucoup d'abeilles qui viennent butiner ça, enfin d'abeilles ou de bourdons, ou de différents insectes. La cardamine des prés, qui est très jolie, hein. Moi j'adore les cardamines et je sais pas, c'est une plante très fraîche. Enfin, voilà. Et puis alors oui, je ne peux pas ne pas vous montrer la première tulipe qui a éclos aujourd'hui, juste pour vous. Bon, ça c'est planté, hein, la tulipe. Voilà, c'est la toute première. Elles sont en retard aussi. Vous voyez, il y a une ligne de tulipes ici. Là, il y a quelque chose qui n'a rien d'une fleur, qui est plutôt, je crois que c'est un chien. Hein, bon, vous voyez. Et puis ici, encore des cardamines. Bon, ça c'est le reste des tulipes. Il n'y en a aucune qui est déjà sortie, elles sont vachement en retard. Hein. Et puis alors ça c'est le merisier. Le merisier qui commence à être en pleine floraison. Et c'est très joli. Donc c'est un cerisier sauvage. Hein. Et ça je crois que c'est un sureau avec les fleurs jaunes. C'est un sureau, donc lui aussi en fleurs. Et alors dans le champ en bas, là, je peux même vous zoomer, vous avez des myriades de bourses à pasteur, qui sont des petites crucifères, donc la famille du chou, la famille des brassicacées, qui sont en train de consteller le champ, dans lequel il y a aussi des pissenlits. Mais pour les pissenlits, c'est moi qui gagne. Hein. Et alors, bon ben voilà, prêt pour la promenade. Et on va finir là-dessus. Hein. Les deux compères, hein, sont prêts à dégainer. Bon, ben le temps est écoulé. Je me tiens à ma petite demi-heure. Et donc, je vais en rester là. Et nous allons nous embarquer dans les campagnes. Et je vous garantis que Oxo sera de la partie. Bon, vous n'avez pas encore beaucoup vu Oxo. Donc, allez, je finis sur Oxo. Oxo, on va promener? Oui, très bien. Ok, bon, ben, peut-être qu'il faut que je mais je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas si c'est difficile de